Bienvenue à tous dans votre journal de l'Île-de-France. Tout de suite, le sommaire. C'est le radar de feu le plus rentable de France. Il est installé dans le Val d'Oise. Le journal Autoplus révèle que la durée du feu orange a été réduite afin de piéger les automobilistes. Privés de bricolage, des Castorama d'Île-de-France n'ont plus le droit d'ouvrir le dimanche après décision de justice. Enquête en Seine-et-Marne. Et pourquoi ne pas vous mettre au mandarin? Des cours de chinois sont dispensés en Île-de-France. Nous suivrons un cours donné dans les Yvelines. C'est un sport méconnu qui exige adresse et concentration ainsi qu'endurance. Une étape du championnat handisport de Sarbacane s'est déroulée cette semaine à Montreuil. C'est le radar de feu le plus rentable de France. Il est installé dans le Val d'Oise. Le journal Autoplus révèle que la durée du feu orange d'Éragny-sur-Oise a été réduite afin de piéger les automobilistes. Réaction des intéressés au micro de Christophe Aubry et Florian Philippe de VOTV. Cet automobiliste a juste eu le temps de s'arrêter. Entre le feu orange et le feu rouge, seulement 3 secondes se sont écoulées. C'est très dangereux parce que moi, même si c'est vert, je freine, je m'arrête, je ralentis. C'est accidentogène, voilà, absolument. Il faudrait allonger un peu le temps. Je connais des gens qui font des détours pour passer par là, c'est pas normal. Juste derrière l'un des radars de feu rouge les plus rentables de France. En moins d'1 an, il a flashé plus de 25 600 fois. J'avais entendu parler de décompte sur ce genre de feu, je pense que ce serait pas mal. Ouais. Sur cette route nationale limitée à 70 km/h, tous les feux sont calibrés de la même façon. Il reste 5 secondes à l'orange. Tous, sauf celui-ci, qui ne reste que 3 secondes avant de passer au rouge. Un piège pour certains automobilistes qui voient dans ce dispositif un moyen de multiplier les contraventions. C'est de l'arnaque pour vous ? Bah bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai freiné à mort, quitte à me faire rentrer dans les fesses derrière. Ça m'a coûté cher déjà, oui. Ah, ça vous a déjà coûté cher ? Oui, très cher. Résultat, à Éragny, des accidents plus nombreux dès son installation en 2010. Mais ce constat n'est pas le même pour les services de l'État. Pour la préfecture du Val d'Oise, le radar a fait ses preuves. La nationale serait ainsi plus sécurisée. On se rend compte qu'en 2010, l'année où le radar a été installé, on a eu à peu près 25 000 infractions, ce qui est effectivement beaucoup. Mais on constate en 2011, puisqu'on vient d'avoir les chiffres, en 2011, donc ce chiffre est tombé à 17 000. Donc ce qui veut dire qu'on a eu une baisse d'infractions sur ce site de plus de 30% en 1 an. Ce qui veut dire que le radar a sa raison d'être, puisque justement maintenant les gens font plus attention. Des accidents qui peuvent coûter cher, plus cher qu'un flash. Pour le franchissement d'un feu rouge, la contravention s'élève de 90 à 135 € et 4 points sur le permis de conduire. Privés de bricolage, les Castorama d'Île-de-France n'ont plus le droit d'ouvrir le dimanche. Enquête en Seine-et-Marne, où vous allez le voir depuis novembre, le magasin de Val-Europe avait pourtant obtenu une autorisation préfectorale. Explication dans ce sujet signé Floriane Napoli et Ophélie Gimbert de Canal Coquelicot 77. Fermé, ouvert, puis à nouveau fermé. Ce dimanche, le magasin Castorama du Val d'Europe est resté porte close. En novembre dernier, le préfet de Seine-et-Marne autorisait l'ouverture de l'enseigne chaque dimanche pendant 1 an. Mais le syndicat national Force ouvrière a lancé un recours devant le tribunal administratif de Melun qui suspend cette ouverture. FO dénonce la banalisation du travail dominical. Pour les salariés, travailler le dimanche, c'est gagner plus. La nouvelle a donc été mal perçue. Moi, je suis en colère, je suis écœurée, je suis désœuvrée parce que, aujourd'hui, on ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas de devoir consoler des collaborateurs qui sont en larmes parce qu'aujourd'hui, ils se sont battus pendant 1 an. On nous a demandé d'être dans la légalité. On a tout fait pour être dans la légalité. En région parisienne, c'est une journée de commerce. Donc, nous, vendeurs, on s'éclate. Le dimanche, on s'éclate. Donc, il n'y a pas les livraisons, pour les chefs de rayon, il n'y a pas les commandes. Enfin, on est vraiment que sur le terrain avec nos clients. Dimanche, c'est le 2e jour le plus important en termes de chiffre d'affaires. Pour les salariés, ça représente 25% de leur salaire en plus. Non négligeable, ils comptent aller manifester devant l'union locale de FO à Noisiel, courant février. On reste en Seine-et-Marne avec cette incroyable histoire, celle d'un habitant qui détenait chez lui 123 pitons et de façon illégale. Il a été appréhendé courant décembre. Le tribunal de Meaux a ajourné la prononciation de peine. Réaction de l'avocat des propriétaires au micro de Thibaut Descroix de Canal Coquelicot 77.
Jugé coupable mais pas sanctionné. Ce mardi au tribunal de Meaux, le Chellois appréhendé en décembre à son domicile avec 123 pitons a vu l'énoncé de sa peine ajourné au 19 juin prochain. Une décision attendue en raison notamment des témoignages favorables des services vétérinaires. Lors des débats, il est apparu qu'il n'y aura pas de difficulté pour qu'il ait son autorisation préfectorale. Le dossier complet a été déposé et il n'y a pas de difficulté sur la capacité de mon client à s'occuper de ces pitons. Comme il a été dit à l'audience, dans des conditions matérielles qui sont encore plus favorables qu'une animalerie. Le prévenu a donc désormais 2 mois pour faire régulariser la situation. Il lui faudra pour cela obtenir son certificat de capacité auprès du préfet et régler ses cotisations à la mutuelle sociale agricole. On ouvre une page politique avec les candidats à la présidentielle qui veulent gagner leur brevet de parfait écolo. Les candidats déclarés ont répondu en effet à l'appel de la Fédération France Nature Environnement qui tenait à Montreuil son 36e congrès. Sarah Torres de TVM Est Parisien était présent sur place. Bain de foule pour Nathalie Kosciusko-Morizet. La ministre de l'écologie est venue inaugurer le 36e congrès France Nature Environnement à Montreuil samedi 28 janvier. En cette année présidentielle, plus de 3000 associations réunies sous le mouvement FNE lancent un appel pour un nouveau contrat environnemental. Il y a une différence avec le pacte de Nicolas Hulot en 2007. En 2007, Nicolas Hulot demandait à ce qu'on signe en bas d'une liste de propositions. Là, FNE pose des priorités et demande aux candidats de réagir et de dire comment ils voient les choses par rapport à ces priorités. Tour à tour, les 7 candidats déclarés à l'élection présidentielle sont venus défendre leur projet environnemental et tenter de répondre aux demandes de France Nature Environnement. Parmi ces demandes, celle de réduire de moitié l'usage des pesticides ou encore de convertir 20% de la surface agricole en agriculture biologique. À travers ces actions, FNE souhaite associer écologie et économie. On n'est pas obligé de parler seulement des questions économiques, déconnectées des questions écologiques. On peut montrer que ce sont les mêmes mesures qui permettront de gérer de façon responsable les espaces de la planète et de créer les emplois qui seront nécessaires pour redémarrer et réduire les inégalités. C'est en tout cas ce qu'attendent, je crois, les responsables de France Nature Environnement qui vont faire plancher les candidats. François Hollande souhaite un Premier ministre chargé de la transition énergétique pour le nucléaire. Eva Joly annonce, elle, un plan de sortie en une génération des pesticides. Pour autant, France Nature Environnement ne donnera aucune consigne de vote et attend que les engagements écologiques soient mis en œuvre. On part maintenant dans l'Essonne où les travaux de réhabilitation d'un groupe scolaire qui regroupe 15 classes est contesté par les fédérations de parents d'élèves. Les explications de Claire Colombel et Calypso Petrou de Téléson. Depuis près de 40 ans, les élèves de cette école reçoivent un enseignement dans des préfabriqués. La structure vieillit et le maire de la ville lance des travaux de réhabilitation. Le projet, d'un coût de 3 millions d'euros, prévoit de reconstruire 12 classes sur les 15 de l'établissement avec des bâtiments modulaires modernes. Une annexe, avec les 3 autres classes, devrait être construite à 600 mètres de là, à côté du centre de loisirs. L'association Bien Vivre Ma Ville et certains parents d'élèves ne comprennent pas cette décision. Juste derrière, il y a 22 000 m² disponibles, propriété de la municipalité, pour lequel il a des projets sans doute de construction de logements. Et juste à côté, derrière le parking de l'école, il y a plus de 3 000 m² sur lequel il décide de faire 60 logements. Au lieu de mettre attenant, ou presque, puisque son souhait c'est de séparer l'école pour qu'il n'y ait pas un gros groupe scolaire, eh ben il est séparé, on met un grillage, on met une palissade, et il y a une rue naturelle qui coupe ces 2 terrains, dans lequel on pourrait complètement proposer aux enseignants, aux parents et aux élèves de rester dans le même secteur. Le maire justifie son choix. Il veut une école plus petite pour améliorer la qualité de l'enseignement et souhaite utiliser et développer la structure déjà existante du centre de loisirs. Concernant le problème d'une école sur 2 lieux, il avance déjà des solutions. On peut décaler légèrement les entrées, notamment le matin, de façon à ce que les parents puissent déposer à l'école, par exemple, sur le site actuel, les enfants, et puis qu'il y ait un pédibus qui les emmène, avec un quart d'heure de décalage, pour aller à l'annexe. Mais on peut aussi imaginer qu'on peut organiser les classes de façon à ce qu'il n'y ait pas des enfants, qu'il n'y ait pas de fratrie qui soient séparés. À long terme, un 3e groupe scolaire devrait se créer sur la ville. La dimension, le lieu et la date de création ne sont pour le moment pas à l'ordre du jour.
Faire laver sa voiture gratuitement, c'était possible pendant quelques jours à Montreuil. Des lycéens ont monté un mini-garage en plein centre-ville. Objectif, réviser donc gratuitement les voitures des habitants. La preuve en images avec Mathieu Canac de TVM Est Parisien. Pression des pneus, niveau d'huile, pièces à remplacer, bref, une révision complète. Les 25 et 26 janvier dernier, les élèves de la filière automobile du lycée Condorcet de Montreuil offraient leur savoir-faire aux automobilistes intéressés. C'est très bien parce que ça permet de voir ce qui va et ce qui ne va pas dans le véhicule, quoi. Sous la halle de la Croix de Chavaux, les jeunes mécaniciens ont vécu une expérience enrichissante pour leur avenir. Ils sont dynamiques là, ils sont très heureux de montrer ce qu'ils savent faire. D'expliquer aussi en direct à du public, de conseiller sur les véhicules, etc. C'est très bon pour eux, ça les met en situation réelle et ça c'est très bien, ça donne donc un petit pas sur ce qui les attend après dans leur travail en concession. Direction maintenant les Yvelines. Après la construction d'une mosquée, l'Union des musulmans de Trappes envisage la réalisation d'un centre à vocation pédagogique. Le lieu serait doté de salles de conférences et de salles de classe. C'est un projet évalué à 4 millions d'euros dont nous parlent tout de suite Wilfried Ritchie et Guillaume Camps de TV Fil 78. Voici les premières images du pôle éducatif du centre islamique de Saint-Quentin en Yvelines. À l'intérieur, une salle de conférence pour favoriser l'échange avec les différentes religions et cultures, mais aussi une dizaine de classes pour dispenser des cours d'arabe, de religion ou encore d'alphabétisation. Un projet développé pour l'Union des musulmans de Trappes évalué à près de 4 millions d'euros. L'instruction du permis de construire est en cours, la date de réalisation, elle, est en suspens. Tout dépendra du financement et ça peut aller très vite. Comme nous, ça nous a demandé, là, le lieu de culte nous a demandé à peu près, on a commencé en 2003 et les finitions finies, on a occupé les lieux en 2006. Donc 6 ans après, la commission de sécurité nous disait vous pouvez rentrer dans ces locaux. Donc il nous a fallu 6 ans déjà pour pouvoir avancer. 10 ans pour financer à peu près 4,5 millions la partie cultuelle. Et c'est une responsabilité. La responsabilité du musulman, il faut qu'il montre le vrai visage de l'islam. Et pourquoi il sera parmi l'élite chez Allah et aussi les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a voulu copier le modèle qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est à côté du centre cultuel où se trouvent les salles de prière que le pôle éducatif sera installé. Mais à la différence de celui-ci, il sera ouvert au plus grand nombre et c'est pour cette raison que l'association en charge du projet souhaite que les pouvoirs publics participent au financement. Le centre cultuel a été financé pratiquement à 99%, 99,9% par les fidèles. On le comprend bien que les administrations ne puissent pas financer un lieu de culte avec la loi 1905. Et l'autre partie, on va revenir aussi sur les engagements qu'on nous a donnés, d'autant plus que c'est une partie vraiment culturelle. Et le centre est très attendu. L'Union des musulmans de Trappes précise qu'à travers ses activités culturelles et pédagogiques, elle accueille aujourd'hui 900 personnes sur 4 sites à travers la ville. Le pôle éducatif permettrait de les regrouper. Quand coiffer peut redonner le sourire, bénévole au Resto du Cœur, Joël offre ses services de coiffeuse, comme vous allez le découvrir dans ce sujet signé Sandrine Cardon de VOTV. J'ai fait une coupe et j'ai fait un brushing. Bénévole depuis 4 ans au Resto du Cœur, Joël est la coiffeuse des bénéficiaires. Cette retraitée au grand cœur s'est tournée naturellement vers cette association 1 mois après l'arrêt de son activité. Coiffeuse de formation, elle devient comptable à 27 ans tout en continuant les extras dans un salon de Chambly. C'est au contact des bénéficiaires que Joël s'est rendu compte du besoin de certains. Je suis ancienne coiffeuse et puis je voyais que quand même les gens avaient des besoins si vous voulez. Ça me fait du bien quand même de refaire un peu mon travail. Une passion qu'elle est heureuse de partager avec les femmes et enfants qu'elle coiffe. Shampoing, coupe, brushing défilent dans cette arrière-salle de l'association. Le matériel, c'est le sien. Pour les couleurs, ce sont aux femmes d'apporter leurs produits. Sinon, les shampoings, lacs et autres produits sont récoltés lors des opérations caddie. Depuis 1 an et demi, son salon associatif accueille gratuitement sur rendez-vous. Dès le départ, j'ai eu quand même pas mal de monde et puis maintenant c'est quand même un peu de routine, mais j'ai quand même beaucoup de nouveaux, de nouvelles personnes. Il y a un cahier de rendez-vous et les gens doivent prendre rendez-vous. C'est normalement tous les mardis et tous les jeudis, mais le mardi je ne viens que si j'ai de la coiffure
Mais le jeudi, je suis là quand même toute la journée. Mais je ne coiffe que l'après-midi. Le matin, j'aide comme les autres bénévoles. Et pour Joël, entretenir ses cheveux devenait une nécessité pour certains. Les premiers temps, quand j'ai coiffé les gens, j'ai eu des personnes qui ne pouvaient plus se coiffer parce que plus âgés, donc ils ne pouvaient pas lever les bras, mais ils avaient les cheveux jusqu'en bas du dos. Et maintenant, ils ont les cheveux tout courts et ils sont très, très, très contents. Hein. Quand ils vont se faire une coupe à un brushing, c'est 30 €. Hein. Donc déjà, bon, s'ils viennent ici, c'est qu'ils n'ont pas pouvoir aussi, hein, 30 €. Hein. Ça leur fait quand même un budget. C'est une aide financière. Hein. Quand ils sortent d'ici, bon, j'espère qu'ils sont contents quand même. Hein. Des bénéficiaires heureuses et qui se sentent belles en sortant, c'est la meilleure récompense que Joël puisse avoir. Alors tous les mardis et jeudis après-midi, elle est au rendez-vous pour partager sa passion rien que pour vos cheveux. Et cette question maintenant, pourquoi ne pas vous mettre au mandarin? Des cours de chinois sont dispensés un peu partout en région Île-de-France. Je vous propose de suivre un cours donné dans les Yvelines. Vous allez le voir, les motivations sont diverses, comme nous l'explique Paul de Barry de TFI 78. 你现在所看的电视节目是 TV Fil 78. Si vous n'avez rien compris, c'est qu'il est grand temps de vous inscrire au cours du soir de mandarin. Depuis septembre, Shu Li aide ses élèves à retenir non pas les 60 000 idéogrammes de l'alphabet chinois, mais au moins le nécessaire pour pouvoir discuter. Je suis venue en France pour apprendre la langue française et après avoir terminé mes études, donc je me suis dit, ma foi, pourquoi pas de partager la culture chinoise, puisque je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à cette langue. Pour se lancer dans l'apprentissage de cette langue, il faut une bonne dose de motivation. Pour une fois, les préjugés disent vrai, c'est fastidieux. Ça demande une mémoire d'éléphant, ce qu'on n'a plus forcément quand on prend de l'âge, et une mémoire visuelle absolument sans faille. On n'apprend pas très vite. La plupart des gens présents sont là par curiosité ou simplement par envie. N'oublions pas que le mandarin est la langue parlée par le plus de gens au monde. En apprenant cette langue, c'est avec presque 1 milliard de personnes que vous pourrez discuter. Je crois que par l'approche de la langue, on acquiert quelques notions sur les habitudes historiques, sur le comportement, sur la façon de se parler, bien évidemment, et donc à partir de là, de traduire un petit peu tout ce qui est la connaissance de ce grand pays qui devient un des pays les plus importants dans le monde économique actuel. Shu He donne des cours pour toutes les tranches d'âge. Si le mardi soir c'est le moment des adultes, le mercredi c'est le tour des enfants et le jeudi celui des collégiens. Pour apprendre cette langue, il vous en coûtera entre 63 et 95 € selon votre lieu d'habitation. Pratiquer du sport à petit prix et quand on le veut, c'est le concept proposé par la salle Low Cost Urban Gym de Goussainville. Dans le Val d'Oise, elle est ouverte depuis peu et elle propose plusieurs activités en libre service à partir de 25 € par mois. C'est donc du low cost. Alors à quoi ça ressemble? Reportage Florian Philippe de VOTV. Haltères, vélos elliptiques, machines guidées, tapis de course, les amoureux de la fonte ou les spécialistes du cardio peuvent désormais s'entraîner au centre commercial des Olympiades à Goussainville. Urban Gym propose une multitude d'appareils de dernière génération pour sculpter son corps ou s'exercer à son rythme. Le concept basé sur le libre service s'adresse aux plus occupés. Le concept est simple, c'est l'accès illimité à la salle de sport 7 jours sur 7, de 6h à 23h. Donc, tous les gens peuvent bénéficier en illimité de la salle, donc il y a une vingtaine de postes cardio, une vingtaine de postes de musculation, des salles de cours, une salle dédiée au bike et une salle de cours dédiée au fitness, donc avec tous les cours abdos, fessiers, step, tout ce qu'on peut retrouver dans une salle classique. Une salle pas si classique au final, puisque les coûts de fonctionnement sont diminués au maximum pour garantir un prix défiant toute concurrence. La technologie se met au service des sportifs, les cours sont dispensés sur des écrans tactiles. Une coach est tout de même sur place à certains moments de la journée pour répondre aux questions des adhérents. Et lorsque le personnel n'est pas présent, c'est un procédé particulier qui prend le relais. Les gens on leur prend leur empreinte digitale à l'inscription qui permet de déverrouiller la porte et l'accès à la salle, donc aux horaires d'ouverture, 6h, 23h. Donc les gens peuvent venir en libre service à la salle, comme en laverie automatique par exemple. Cette formule remporte un franc succès partout en France. Rien qu'à Goussainville, en 5 mois, la salle a déjà réuni près de 500 adhérents. Si elle reste encore loin de son seuil de saturation, situé à 1000 inscriptions, d'autres entrepreneurs comme Frédéric pourraient rapidement étendre le concept dans le Val d'Oise. C'est un sport méconnu qui exige adresse, concentration
et endurance. C'est le handisport Sarbacane. C'est à découvrir en images. C'était la semaine dernière à Montreuil. Un sujet de Mathieu Canac de TVM Est Parisien. Voilà un sport à couper le souffle. Le 26 janvier dernier, le gymnase Auguste Delaune à Montreuil accueillait le championnat départemental de Sarbacane handisport. La Sarbacane est, avec le foot et la boccia, l'une des activités les plus pratiquées par les personnes en fauteuil. Ce qui les attire, c'est la compétition. Anas et Julio se sont une nouvelle fois retrouvés en finale cette année. Pour rester au plus haut niveau, 2 qualités sont indispensables. Le souffle et la concentration. Un bon tireur de Sarbacane, c'est avant tout quelqu'un de concentré, qui a du souffle très régulier, qui arrive à avoir des bons repères visuels et qui arrive à justement être régulier sur ses tirs et toujours viser à peu près au même endroit. Pour Anas et Julio, les championnats régionaux le 13 juin prochain à Paris sont la prochaine cible. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Je vous en rappelle le principal titre. C'est le radar de feu le plus rentable de France. Il est installé dans le Val d'Oise. Le journal Auto Plus révèle que la durée du feu orange a été réduite afin de piéger les automobilistes. Merci encore de votre fidélité à suivre les programmes de Télif, la télévision de l'Île-de-France.